Selfie. C'est encore. Voilà. Tu as déjà activé ça? Oui. Ok. Chers internautes, chers amis de Facebook, bonsoir. Merci d'être nombreux à attendre cet instant précis. Nous vous l'avons dit depuis ce matin. Le professeur Clément Dambélé est en direct depuis la capitale malienne. On échangera avec lui sur la vie de la nation, avec des questions essentielles auxquelles peut-être il voudra bien répondre. Au cas échéant, peut-être les questions seront éludées, mais je pense que tel que nous le connaissons, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche et il aura toute la latitude de vous répondre. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. D'abord, je suis Ami Baba Sissé du journal Le Figaro du Mali. C'est avec un réel plaisir que vous avez accepté de répondre à quelques questions qu'on va devoir vous poser, disons. Et la toute première question d'abord, le professeur de façon globale, qui êtes-vous? Merci beaucoup, ABC. Je tiens d'abord à remercier le journal Figaro pour la simple raison que tout ce que vous faites au Mali sur l'espace journalistique est très important. Et je tiens aussi à vous remercier sur le fait que vous initiez cette démarche qui est d'échanger avec les compatriotes à travers le monde. C'est aussi ça le travail d'un journaliste. Donc je tiens à vous remercier. Alors, qui est Clément Dambélé? Moi, je suis né le 12 novembre 1974. Je suis d'une famille de 12 sœurs et 2 frères, donc nous sommes 15 frères et sœurs. Je suis né d'une maman qui est Peul, qui s'appelle Sirajarité, et mon papa est Mianka. D'ailleurs, mon nom Clément, c'est un prénom Mianka, Clé qui veut dire Dieu, et Ma qui veut dire donner. Donc, puisque mon papa n'avait pas eu de garçon, et il avait pris le serment que quand il aura un garçon, il va l'appeler Clément. Et chez les Mianka, le prénom Clément, ça veut dire donner à Dieu, un enfant qui a été donné à Dieu. J'ai fait mes études primaires à l'école de Banconi Plateau. Et après, je suis allé au lycée Bouyagui, l'INSUP après, je suis allé au Canada. Et grâce à une bourse de la francophonie qui m'a permis d'aller au Canada, et après j'ai fait un petit séjour aux États-Unis, puis je suis venu en France. Donc j'ai fait ma première thèse de doctorat sur l'histoire de la pensée politique et philosophique. Et puis après, j'ai fait une deuxième thèse de doctorat en littérature sur la littéralité du discours politique et sa représentation épique. Et puis après, je suis devenu assistant, etc., etc. Et au Mali, j'enseigne également à l'IPR de Katibougou en méthodologie de la recherche et en technique d'expression. Et en France, j'enseigne en Sciences Po sur l'analyse du discours et la stratégie politique. J'ai été consultant, j'ai été assistant dans pas mal de choses. Je suis associé à des centres de recherche. Et tout récemment, la dernière chose, c'est que je suis de moins en moins dans l'enseignement parce que je suis rattaché au centre de recherche Michel Baud et Tudor. Et je viens d'intégrer l'Académie des sciences stratégiques depuis 3 mois maintenant. Je suis le 12e membre de l'Académie des sciences stratégiques qui est basée en Afrique du Sud, qui est une académie qui est une académie de réflexion, d'analyse, de propositions sur les stratégies de développement économique, social et culturel sur le continent africain. Professeur Dambélé, on vous a découvert récemment, même si vous faisiez quelque chose de très important, c'est après la crise du Mali que nous vous avons découvert. Qu'est-ce qui a motivé subitement votre implication dans le développement ou bien dans la recherche de solutions aux problèmes que les Maliens vivent aujourd'hui? Vous savez, jusque-là, moi j'étais beaucoup plus calé sur l'enseignement, sur la recherche. J'étais beaucoup plus du côté de faire des études, de donner des cours, de faire la recherche scientifique. À un moment, quand il y a eu la crise en 2012, on s'est réveillé avec une espèce de questionnement qu'on se disait, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce qu'on doit faire pour le Mali? Parce que le Mali vient
de tomber entre les mains de ses ennemis. Et jusque-là, nous pensions qu'il y avait véritablement de la démocratie. Et à partir de 2012, nous avons découvert que le pays va mal, que le pays va très très mal. Nous avons découvert que nos institutions n'étaient pas aussi fortes, que notre démocratie est très fragile, que beaucoup de nos dirigeants nous mentent depuis une trentaine d'années. Nous avons découvert que la plupart des générations de politiciens des années 91 sont en train de mentir au peuple. Et à ce moment-là, nous nous sommes dit, ben, moi en tout cas personnellement, je me suis dit, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Et notre rôle, qui est de donner la lumière en tant qu'intellectuel, c'était de parler au peuple malien, c'était de nous engager. Et c'est ça le travail d'un intellectuel. Ce n'était pas cette forme de dénonciation stérile, qui est une forme de lâcheté par excellence, mais c'était de dire à un moment, il faut qu'on s'engage. C'était un devoir moral et un devoir intellectuel qu'il fallait faire. Et là, j'ai pris cette conscience que si on reste dans son coin en disant « ça ne m'intéresse pas, c'est le problème des autres Maliens, moi je gagne ma vie, moi ça ne va pas, on finit par être impliqué. » Donc il faut qu'on s'élève, il faut qu'on s'implique. C'est là où j'ai commencé à m'impliquer, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à faire des articles, j'ai commencé à publier, j'ai commencé à prendre la parole publique. Et plus on avance, on est rentré en 2013 et on s'est rendu compte que voilà, il y avait eu l'espoir. Il y a eu l'espoir d'un sursaut républicain. Il y a eu 77% des Maliens qui ont donné leur confiance au régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et basé sur une seule chose essentielle, c'était de donner la sécurité aux Maliens. Et je me suis rendu compte que plus on avance, plus que ce soit de l'opposition, que ce soit le régime au pouvoir, quel que soit le niveau, on descend au plus bas niveau. Et là, à ce moment, je me suis dit, il faut que tu t'engages encore davantage. Et cet engagement vient de ces sentiments patriotiques, de dire qu'il y a des dizaines, des centaines de Clément, des jeunes qui sont comme des Clément. Mais à un moment, il faut que Clément tu parles. À un moment, il faut que tu t'élèves, il faut que tu t'exprimes, il faut que tu ailles chercher ces jeunes compatriotes qui attendent seulement un moment que quelqu'un leur dise quelque chose pour qu'ensemble nous puissions rebâtir le Mali. Qu'on se dise la vérité, qu'on s'élève ensemble, qu'on reconstruise le Mali en dehors de la dimension politique, en dehors de cette pensée politique, en dehors du fait de dire que simplement je suis dans un parti politique. Et à ce moment, je me suis dit, politique côté, côté, et côté, Maliko de ni jamana to yakachie ka jamana to akachi ka jamana to akobeka boy ka foko esentala ko sabu kebe ga nation soro ke sentala ko parce que kebe war doni soro ke sentala ko parce que ko ebe ka to file ko le foiri ko parce que ko shomaru be jamana kono ki manku ki de krefe yo faso de juadi ma ni kana ko diplôme bibulu ni kana ka fo kebe sika feno fo mo yana ibe wuli le ki chesiri ka chefo jamana dunya ore kama 2012 wati sere coup d'état kele anya siga in jamana file ay ka fo jaja anga démocratie jaja anga fango ame kan jigila fefe ka jaja barakati anga ko la sa yurugu kele ka jamana ci galo malici namare malici galontiye malici ola okmama si kerefe ka toy uka to cewa tari ame wulide kan da do la kan to fo jamana do wala sa jamana do nga cedo wala sa jamana do nga se femelige wala sa jamana do ka to ka fo ko femme ka ke mali kono atebe jaket ko wala bala mitini. Alors, professeur, on comprend bien les raisons qui ont motivé votre implication aujourd'hui dans la gestion de la chose politique. Mais il y a bien un système qui est en place avec des hommes, vous l'avez dit, depuis 1990-91 qui sont là. Jusqu'à aujourd'hui, les choses n'ont peut-être pas changé comme les Maliens l'auront voulu. Est-ce que c'est justement en 2012 que vous avez su que le Mali était mal géré? Non, je le savais déjà. Je le savais déjà. Je pense que je fais partie des enfants qui ont participé aux événements de 90. Moi, j'étais très jeune, mais j'ai participé. Je n'étais pas comme Oumar Marko à la tête de l'AM. Je n'étais pas très connu, je n'étais même pas connu. Mais j'étais à l'époque à l'école de Banconi Plateau. Je faisais la 9e année. Mais j'ai participé aux marches, aux grèves, aux mouvements, à courir dans la rue, etc., etc. Et vous savez, un moment,
il y a une prise de conscience. Un moment, tu te dis, ça va aller. Un moment, tu te dis, ça n'ira pas. Ça a été mon cas comme beaucoup d'autres Maliens. Ça a été le fait de dire que avant 2012, peut-être que ça va changer. Et je vais vous faire une anecdote. En 2011, moi j'ai quitté la France, j'ai tout abandonné, je suis venu pour faire le concours de la fonction publique ici. Normalement, je ne devais pas faire le concours, je suis venu avec ma thèse de doctorat. À l'époque, on devait prendre ce dossier. Mais quand je suis arrivé, la veille, on m'a appelé pour me demander de venir faire le concours. J'ai dit, mais je ne dois pas. On m'a dit, si, ATT vient de signer un décret. Ce n'était pas vrai. ATT vient de signer un décret, il est à 11h50, demain matin, même ceux qui ont le doctorat, tout le monde vient faire le concours. Je suis allé faire le concours, c'était le centre à Léni, à côté de l'hôpital Gabriel Touré. Je suis allé faire le concours comme tout le monde. Et je n'ai pas eu le concours. Ça a fait un scandale. Même RFI en a parlé un moment. Je suis retourné en France, j'étais venu, j'avais tout abandonné pour venir travailler au Mali, pour enseigner au Mali, et je suis retourné comme ça. À ce moment, je savais que ça n'allait pas. À ce moment, on savait que le Mali ne mangeait pas à sa faim. On savait qu'il y avait une espèce de fragilité, de flottement dans la gestion. Mais c'est après le coup d'État que nous nous sommes rendus compte que ça ne va pas du tout et qu'on ne peut plus attendre, qu'on ne peut plus y rester. Et là, on était descendu au plus bas niveau. Ça, à ce moment, je me suis vraiment engagé. En dehors de l'aspect simplement intellectuel, je me suis engagé en tant que citoyen malien, en tant que citoyen engagé pour faire quelque chose pour le Mali. Alors, on a bien compris. 2012, quand il y a eu ce putsch, les Maliens étaient divisés. Oui. Certains l'ont approuvé, d'autres l'ont combattu. Vous, à l'époque, quelle était votre position? Je fais partie de ceux qui ont condamné. Vous savez, on ne peut pas approuver dans la démocratie, quel que soit un coup d'État. C'est impensable. Comment vous pouvez dire que le coup d'État, l'applaudir alors que nous étions en pleine démocratie? 2 mois avant la fin d'un mandat, on ne fait pas de coup d'État. C'est comme aujourd'hui, si quelqu'un essaie de faire le coup d'État à Ibeka, ça n'a pas de sens. On va condamner. Quel que soit ce qui va se passer, moi, je serai le premier à condamner un coup d'État si ça devait avoir lieu aujourd'hui, parce que ça ne peut que mettre le Mali en retard. Cela dit, on savait que ce coup d'État aurait lieu. On savait certainement qu'il y a quelque chose qui va se passer. Qu'il y avait un flottement, ça n'allait pas. Il y avait de la tension sociale. Il y avait les nerfs qui étaient là. Mais aller jusqu'à faire le coup d'État, finalement, ça nous a ramené à quoi? À baisser. Finalement, quand on a dit on a fait le coup d'État, ceux qui ont fait le coup d'État, c'était pour le nord du Mali, c'était pour la sécurité. Les 2 tiers du pays aujourd'hui sont occupés. Finalement, on s'est dit, est-ce que le bilan de ce coup d'État est positif? Je suis désolé, c'est non. C'est non, pourquoi? Parce que celui-là même qui était à la tête de Pouchis, il est en prison. Après, il y a eu des tueries entre les militaires. Ensuite, il y a eu des poursuites. D'autres vont se refaire une nouvelle peau pour venir, parce qu'on pense souvent que le Malien est tellement idiot qu'on oublie qu'il suffit d'attendre peut-être 2-3 ans pour revenir encore chanter les mêmes chansons qu'on va oublier. Mais de l'autre côté, finalement, qu'est-ce que ça nous a donné? Ça ne nous a rien donné. Si ATT partait, que Ibeka serait président du Mali, je pense que notre démocratie allait continuer. Mais l'avantage de ce coup d'État, ça nous a montré à quel point on se mentait entre nous. L'avantage de ce coup d'État, c'est de montrer à quel point les institutions étaient faibles, fragiles. L'avantage de ce coup d'État, c'était de montrer à quel point les hommes politiques maliens n'assument pas leurs responsabilités. Certains ont condamné, mais la majorité sont restés dans l'attente de voir dans quel sens le vent va tourner. Ce coup d'État nous a montré à quel point le pays était bouffé, était pourri en profondeur. Ça, ce coup d'État nous a montré ça. Ça, on peut le comprendre. Mais on reste quand même à condamner ce coup d'État, parce que moi, je ne peux pas, personnellement, en tant que démocrate, intellectuel, je ne peux pas cautionner le coup d'État en pleine démocratie. Alors, ce coup d'État avait montré également la faiblesse des hommes politiques surtout, et une certaine émergence des leaders religieux, parce qu'ils ont été impliqués pour trouver une solution au problème que le Mali a connu. Vous, comment est-ce que vous concevez aujourd'hui l'implication des leaders religieux? Parce que certains se disent qu'ils n'ont pas à faire de la politique. Vous savez, la religion même, c'est une sorte de politique. Dans la religion, il y a de la politique. Mais le Mali, c'est un pays laïque. C'est une république.
Je ne connais pas un parti politique et religieux au Mali. Peut-être que ça existe parce qu'il y en a 200. Mais je ne pense pas qu'il y ait un parti politique et religieux au Mali. Maintenant, impliquer les hommes politiques, les religieux dans la politique. Les hommes politiques maliens font de la religion. Mais maintenant, ramener la religion dans l'espace républicain, ça, c'est anti-républicain. Parce que le Mali, c'est un pays laïque. On ne peut pas mélanger la religion à la politique, à l'exécutif. C'est contraire à notre éthique, c'est contraire à la démocratie, c'est contraire à notre constitution. Mais lorsqu'il y a un homme politique qui veut faire de la religion, il est libre de faire la religion. Lorsqu'il y a un religieux qui veut faire de la politique, il est libre de faire de la politique. On ne peut pas dire aujourd'hui parce que tu es religieux que tu ne fais pas de la politique. Mais ce qui est dangereux, que lorsque tu es il faut éclairer les choses en disant je fais de la politique ici et là je fais de la religion. Mais on ne peut pas interdire à un homme religieux de dire que toi tu ne fais pas de la politique parce que c'est un citoyen avant tout le monde, avant la religion, il est citoyen comme tout le monde. Si moi je suis musulman, si je veux faire de la politique, je suis libre de faire de la politique comme je veux. Maintenant, quand je suis un chef religieux, je veux faire la politique, il faut que j'explique clairement ma position aux gens en disant là je fais de la politique, ça n'a rien à voir avec la religion, et là je fais de la religion, ça n'a rien à voir avec la politique. Alors, professeur, nous allons poursuivre cet entretien. Nous vous remercions de la capitale du Mali. Cette fois-ci, je m'en vais vous dire, vous vous impliquez, vous voulez que ça change. Quel est l'élément qui vous donne espoir à partir duquel vous êtes en train d'engager votre combat? Vous savez, je fais beaucoup confiance à la jeunesse malienne. La population malienne est de 77% jeunes. Sur les 77% des jeunes, il y a au moins plus de 90% qui utilisent aujourd'hui l'Internet. C'est la génération Viber, c'est la génération WhatsApp, c'est la génération Instagram, c'est la génération YouTube. Ils sont connectés 24 sur 24 heures. Ils savent ce qui se passe ailleurs. Ils savent qu'on leur ment. Ils savent très bien qu'on est en train de les tromper. Les jeunes Maliens aujourd'hui savent très bien que la génération de ces vieux politiciens, c'est une génération cadavérisante. Elle est mourante, cette génération. Elle n'a plus rien à faire. Nous savons aujourd'hui, et scientifiquement nous le savons, avec tous les constats, qu'aujourd'hui, 99% de ces hommes politiques de la génération 91 ont atteint leurs limites. Nous savons très bien que s'ils pouvaient changer le Mali serait déjà changé. Nous savons très bien qu'ils n'ont pas la solution de ce pays. Sinon, on ne serait pas dans ce trou-là. Nous savons très bien que leur façon de faire est complètement dépassée. Vous allez voir bientôt avec